Bonjour, bienvenue à la Pause Santé Vitalité, le balado où on discute de sujets qui vous touchent avec des experts de chez nous. Mon nom, c'est Anthony Doiron et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Fanny Guéniche, médecin et scénologue au Centre de santé du sein à Moncton. Dr. Guéniche, bonjour. Allô. Donc, le centre célèbre cette année 10 ans d'existence, 10 ans de service et il joue un rôle essentiel dans le dépistage et surtout le suivi du cancer du sein au Nouveau-Brunswick. C'est un lieu où on accompagne des femmes avec humanité et expertise tout au long de leur parcours. Dr. Guéniche, pour commencer simplement, je suis sûr qu'on a ajouté un mot au dictionnaire personnel de plusieurs auditeurs et auditrices aujourd'hui, scénologue. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein du réseau exactement? Dans le fond, scénologue, ça veut dire que j'ai une expertise dans les suivis des pathologies du sang. Donc, ça peut être autant des pathologies qui sont non cancéreuses, autant que le cancer du sang. Mon rôle a été créé il y a environ 3 ans avec Vitalité à travers le secteur de l'oncologie et à travers le secteur de chirurgie aussi. Parce que dans le fond, nos patients qui ont un cancer du sang, ils étaient suivis par beaucoup de personnes. Ça manquait un peu de fluidité dans les suivis des patientes là, pour répondre à leurs questions, pour vraiment avoir une vision globale des patientes avec un cancer du sang. C'est là que mon rôle est rentré en jeu et à ce moment-là, mon rôle a été créé pour aider surtout ces patientes-là pour leur suivi du cancer du sang. Maintenant, j'aide encore plus les chirurgiens avec les suivis de fibroadénome, kyste, mastalgie, donc douleur au niveau du sang, pour simplement les aider avec leurs tâches quotidiennes, mais surtout pour qu'ils prennent le temps d'opérer nos cancers le plus important là. Vous entrez en jeu quand le diagnostic est prononcé auprès d'une patiente et à ce moment-là, vous prenez contact avec elle et vous tissez des liens. Comment ça se passe exactement? En fait, c'est du cas par cas. Parce qu'en fait, il y a des patientes qui, selon comment ils ont pris le diagnostic, c'est habituellement dit par le chirurgien. Donc, la patiente a son diagnostic, c'est discuté en équipe multidisciplinaire, où qu'autour de la table, on retrouve vraiment tout le monde impliqué. Donc, on retrouve les radiologistes, les techniciens en radiologie, les radio-oncologues, les oncologues, les chirurgiens, nous, le booking, tout le monde est là autour de la place. Là, le pathologiste, je sais pas si je l'ai dit, mais très, très important. Tout le monde autour de la table et on parle de chaque cas. Donc, ça va être quoi son parcours pour cette patiente-là avec cette sorte de cancer du sang-là. Donc, c'est vraiment un très beau travail d'équipe. Ça permet après d'annoncer le diagnostic à une patiente et on a une vue d'ensemble de ce que ça va être son parcours dès le début. Donc, c'est beaucoup mieux pour les patients de savoir là, est-ce qu'ils vont avoir un traitement d'emblée de radiothérapie, de chimiothérapie ou est-ce qu'on fait la chirurgie d'emblée. Ça nous aide à les guider à travers ça, mais habituellement, c'est le chirurgien qui va s'occuper de tout ça, d'annoncer cette nouvelle-là. J'ai déjà été appelée donc au début du dossier quand les patientes ont eu beaucoup de difficultés avec le diagnostic. Donc, on parle beaucoup des jeunes patientes. Donc là, à ce moment-là, j'ai été appelée pour... Quel âge environ? Ça peut être vraiment dans la trentaine. Okay. Ouais, on en a de plus en plus dans la trentaine. Donc, à ce moment-là, j'ai été appelée pour l'aider à mieux dormir, gérer son anxiété. J'ai fait des papiers d'arrêt de travail. J'ai parlé avec le conjoint. On a essayé d'aborder ça, comment on a expliqué ça à la famille. Les enfants. Exactement. Les jeunes mères, parfois. Exactement. Donc, malheureusement, ça touche tout le monde. Et là, j'ai été appelée à ce moment-là pour essayer de gérer les émotions de cette patiente-là assez tôt. Donc, on parle d'une semaine après son diagnostic. Mais habituellement, je suis là pour accueillir les patients dans leur parcours de suivi après qu'ils aient reçu tout leur traitement. Donc, souvent, après 1 an, après le diagnostic a été posé. OK? Mais c'est sûr que même après 1 an, même si on pense, là, la patiente, elle a bien pris, entre guillemets, dans le sens qu'elle s'est pas effondrée par terre, là. Elle a bien pris, elle est forte, puis tout ça. Ça va absolument rien dire sur la suite des choses. Ouais. Parce que je retrouve des patientes après, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils ont eu leur diagnostic. Et là, d'un seul coup, il y a comme un déclic qui s'est fait, puis ils sont comme, mon Dieu, je suis passée à travers là ces traitements-là, cette chirurgie-là, où est-ce que j'en suis, qui je suis, je me retrouve plus comme avant. Et souvent, je rentre en jeu pour essayer de les aider à se retrouver, puis essayer de voir c'était quoi le problème, c'est quoi qui les dérange le plus, puis les suivre avec ça, mais ça peut être là des années après. Chacun chemine différemment. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire peut-être avec les étapes du deuil? C'est-à-dire, on fait le deuil d'une vie qui était la nôtre avant le diagnostic et ensuite après le diagnostic. 100%. Notre vie change. Il y a différents types de cancers du sein, vous avez dit oui, exactement. également.
Pourriez-vous nous éclairer un peu là-dessus? Moi, je pensais cancer du sein, bon, on a un cancer au sein, mais c'est plus complexe. C'est vraiment plus complexe que ça. Puis ça, je vous avouerai que c'est plus l'expertise d'un oncologue, là. Mais il y a on parle d'une 50aine de sous-types de cancer du sang, là. Ça dépend de beaucoup de choses, ou ce que le cancer, y a-tu juste un sang, deux sangs, y a-tu des ganglions. Donc, ça peut être très, très large. C'est pour ça que chaque personne a un parcours différent, et c'est pour ça qu'on répète souvent aux patientes, le traitement ou le parcours que vous allez avoir, c'est pas du tout le même que votre voisine, que votre sœur, que votre mère, que vos amis, parce que c'est vraiment un parcours qui est fait pour vous, avec vos meilleures chances que ça ne revienne pas. Pour vous. Donc, c'est vraiment ça qui est difficile avec les cancers du sang, c'est que c'est souvent très personnalisé comme parcours. C'est un combat de longue durée pour plusieurs personnes qui peut aller, je présume, bon, il y a l'ablation d'un sein, mais également, il y a une rémission par rapport à ça. Il y a un risque d'une rechute ou d'un retour de cellules cancéreuses. Quel type de soutien est-ce qu'on peut fournir, est-ce que vous fournissez à vos patientes? Quel type d'approche est-ce qu'on peut donner il y en a une multitude, vous aviez dit, mais pourriez-vous peut-être nous guider vers c'est quoi les avenues qui s'offrent à elles pour les appuyer? Mais ça dépend beaucoup des patientes, puis ça dépend où ils sont rendus dans leur parcours. Donc, c'est sûr que si on voit une détresse psychologique assez aiguë, à ce moment-là, on peut demander de l'aide psychologue qui est offert avec notre sang. Malheureusement, il y a beaucoup d'attentes parce qu'on n'a pas assez de personnes qui offrent ce service-là. On a des travailleuses sociales qui peuvent nous aider, qui ont parfois une formation en psychologie. Je pense que ce qui aide le plus, et ce qu'on est le plus chanceux d'avoir au centre d'oncologie, au centre du sang, c'est nos infirmières. Leur travail là est excellent, excessif. Ça sort des normes des infirmières qu'on voit dans les autres centres, je crois. Ils offrent un soutien psychologique à nos patientes là, exceptionnel à la clinique du sang et en oncologie, les deux. Là. C'est incroyable. Ils sont très accessibles. Les patientes peuvent leur parler, les rejoindre facilement. Et à ce moment-là, les infirmières vont nous voir s'ils pensent que c'est quelque chose que nous, on peut aider, là, s'il y a de l'insomnie ou quelque chose d'autre. Et ça les aide beaucoup à orienter les patientes. Mais comme on disait tantôt, oui, c'est un deuil à faire. Les patientes ne vont plus être comme avant, comme n'importe quelle maladie chronique en médecine. OK, ça peut changer une personne de beaucoup ou pas beaucoup là, ça dépend de comment on est résilient, la résilience des patients, la taille tu sais de la nouvelle ou aussi le support que les patientes ils vont avoir autour d'elles. Tous les gens autour de cette personne-là, son soutien, son tissu social, c'est ça qui vaut de l'or. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on remarque chez nos patientes là qui vont avoir là du soutien. Donc, tu sais, un proche est là lors du diagnostic. Un proche va être là pour les suivis. Mais ça, tu le vois que les patientes là, ils réussissent mieux. Tu sais, souvent, ok. Par contre, il y a tout le temps des patientes là, j'en ai plein en tête là qui elles, ils viennent tout seuls à leur rendez-vous, puis sont bien résilientes, puis sont capables d'elles-mêmes gérer leurs émotions, puis sont correctes comme ça. Puis ça dépend des personnalités. Mais pour les cas où il y a eu une détresse psychologique. Le support, le soutien de la famille, c'est ça, c'est de la magie là. Ça aide la patiente à traverser tous les traitements, autant de la chimiothérapie que la radiation, que les effets secondaires de l'hormonothérapie que les patientes vont devoir avoir après. Parce que quand on parle du cancer du sang, les patients pensent souvent, ou les personnes en général pensent souvent que ça va être chirurgie, chimio, radiothérapie, puis après ça, c'est tout, mais c'est faux. La majorité des patientes, ils ont une médication à prendre tous les jours par la suite. Puis ça, c'est pour une sorte de cancer en particulier, mais c'est la plus prévalente, qui vont pour une durée entre 5 et 10 ans. OK, donc c'est vraiment étendu. C'est très étendu. C'est une grande période d'une vie. Exactement. Et moi, je les suis pendant cette période-là. Okay. Donc, tu sais, j'ai le privilège de les suivre et de passer à travers toutes les étapes de leur vécu. Puis, tu sais, c'est comme que je disais tantôt, là, les patientes, après 3-4 ans, ils là, d'un seul coup, là, ça va plus. Ouais. Là, c'est de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Ça allait tellement bien avant. Puis, tu sais, c'est difficile pour elles de comprendre ce qui se passe. Puis c'est difficile pour la famille de comprendre ce qui se passe. Mais comment ça va pas? Tu sais, ça allait bien, t'as fait ta chimio. Ouais, mais justement, tu te battais pour ta vie, entre guillemets, puis parfois vraiment pour ta vie. Ben oui, mais c'est ça. Dès le départ. Puis après ça, tout retombe. Tout redevient normal. T'as plus les collègues ou les amis qui vont être comme, OK, comment ça va? Tu sais, à un moment donné, toute la vie reprend. L'après, la vie reprend, tout reprend son cours. Puis les patientes, ils sont un peu dans leur routine, puis ils sont comme, wow! C'est quoi que je viens de vivre? Tu sais, comme là, ils se requestionnent, ils se repositionnent sur leur parcours de vie ou par rapport à leur maladie. Puis c'est là qu'ils réalisent qu'ils ont vécu. Puis c'est important de les accompagner là-dedans. Puis c'est important de comprendre cet aspect-là de leur parcours là, au niveau de la santé mentale. Là.
Fait que la résilience psychologique d'une patiente est vraiment en clé, à ce que je comprends, du 100%. succès, en tout cas une grosse partie du succès d'une procédure comme ça pour assurer de vaincre le cancer. Mais parmi toutes les procédures qui sont entreprises pour vaincre ce cancer-là, il y a toujours des conséquences sur le corps. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce que vous avez observé auprès de vos patients, de ce qui est plus difficile à vivre? Qu'est-ce qui coûte vraiment, qui est très taxant pour justement cet état psychologique-là? Qu'est-ce qu'on vit? Ouais, mais c'est avéré que c'est tellement différent parce que le cancer du sein peut toucher des patientes de 30 ans, comme 93 ans. Les étapes de vie vont dicter. C'est exactement ça. Donc c'est sûr que ma patiente de 88 ans, ça dérange pas que ça la dérange pas si tant que ça. Elle a le droit d'avoir sa détresse psychologique, mais ça va moins la toucher. Puis elle va avoir le temps de se rendre à ses rendez-vous. Elle va être là d'avance à ses rendez-vous. Versus ma patiente là, qui travaille, mais l'impact financier que ça a sur elle est énorme. Est-ce qu'elle doit prendre une journée de congé de son travail? Est-ce que son conjoint ou quelqu'un de sa famille pour l'accompagner doit prendre une journée de congé? Donc, l'impact financier est énorme pour ces patientes-là qui continuent à avoir quand même beaucoup de suivi. Et mon rôle était un petit peu là-dedans aussi dans le sens que à force d'avoir beaucoup de suivi avec différents spécialistes, les patientes parfois ils étaient vus tout en même temps dans l'année, puis c'était pas assez dispersé ou beaucoup trop de fois. Donc tu sais, on a essayé de faire une routine là, selon toutes les guidelines d'oncologie là, pour nous assurer que les patients étaient suivis régulièrement à un rythme qui faisait que c'était pas trop, puis ça ne créait pas un fardeau financier pour nos jeunes patientes, en mettant soit des rendez-vous ensemble ou en évitant de venir là pour rien entre guillemets là, parce qu'elles venaient juste d'être vues, admettons, par leur chirurgien à Bathurst, puis là on les revoyait de nouveau ici là. C'est déchirant, mais c'est rassurant de savoir qu'il y a des professionnels comme vous qui sont là pour appuyer ces personnes dans le détresse là. Et ça me fait me poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous diriger vers ce domaine-là, justement? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est une bonne question. Non, moi, en médecine, j'ai toujours su, on dirait que les droits de la femme ou tout ce qui touchait à la santé de la femme, ça m'a toujours intéressée. Puis là, je me suis posé la question, je veux-tu être gynéco? C'est ça qu'on pense. Tu sais, besoin de la femme gynéco. Puis pas du tout. Je m'en souviens, durant mes années de médecine, là, j'ai vu un accouchement, puis je suis comme, non, ça, je veux pas faire ça. Je trouve ça bien trop stressant. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Mais par contre, la médecine de famille, on dirait que ça me parlait. Je trouvais que c'était le fun de suivre ces patientes-là ou de la famille pendant longtemps. Donc, j'ai fait la médecine de famille, puis j'adore la santé mentale qui se rattache à ça, comprendre les gens, pourquoi il y en a qui sont résilients, pourquoi il y en a qui sont le moins, comment je peux les supporter à travers leur maladie ou à travers leurs mauvaises nouvelles. Et je suis tombée, entre guillemets, un peu dans l'oncologie quand j'exerçais la médecine de famille à Bathurst. Donc, j'ai commencé à faire les suivis de chimiothérapie. Par la suite, là, pour des raisons familiales, j'ai déménagé à Moncton pour être plus près de ma famille. Et à ce moment-là, ils cherchaient un poste comme ça pour aider les patientes là, à avoir un meilleur suivi pour les cancers du sang. Donc, vous avez trouvé que c'était votre voie. Là, on dirait que ça m'a parlé. Sauter sur l'occasion, tu le dis bien. Vraiment, là, était deux pieds dedans. Assez que ça a tellement pris de mon temps que je ne pouvais plus pratiquer la médecine de famille. À ce moment-là, j'ai trouvé bien sûr quelqu'un pour me remplacer à mon bureau et je fais ça à temps 3/4, je dirais, parce que j'enseigne aussi au centre de formation médicale aux étudiants en médecine. Très bien, très bien. Ouais. Donc, vous partagez la connaissance. Donc, Dr. Fanny Guéniche, vous êtes scénologue, mais également un peu médecin de l'esprit, si je comprends bien, parce qu'on suit nos patients, on tente de faire du bien. Quand on est dans le bureau du médecin et on se doute qu'on pourrait avoir un diagnostic de cancer positif, dans quel état d'esprit on doit approcher ça? C'est dur à dicter, mais comment est-ce qu'on doit prendre cette nouvelle-là? Avez-vous des conseils? Ben, c'est sûr que c'est, comme je dis, c'est souvent les chirurgiens, les oncologues qui vont annoncer ça, mais c'est sûr, j'ai déjà annoncé à mes patients des mauvaises nouvelles, donc des récidives ou d'autres cancers ailleurs. Puis, en tant que médecin, ce qui est la meilleure manière de faire, c'est qu'on n'est pas, on dit en fait, on n'est pas responsable de comment le patient va réagir. Par contre, on se doit de l'accompagner dans sa réaction. Donc, puis c'est vraiment là de l'accompagnement qu'on fait, parce que ça nous appartient pas comment le patient réagit, et parfois c'est très surprenant. Donc, on peut avoir, là, comme on dit tantôt, là, des mères de famille de 35 ans qui le prennent, mais d'une manière qu'on est comme époustouflante, là. Mais est-ce que c'est leur manière d'être? Et à ce moment-là, ils vont le vivre chez eux avec leurs proches, et ça va revenir plus tard. Tout le monde est différent, puis ça dépend de leur parcours de vie aussi, ce qu'ils ont vécu.
Puis parfois, on l'annonce à une patiente de 85 ans, puis ouf, elle est détruite, puis ça nous prend un petit peu de temps après, parce qu'on est comme, mon Dieu, je savais pas que j'allais avoir besoin qu'elle avait autant de questions, puis tout ça, parce que finalement, sa fille est venue avec elle, puis c'est elle à qui ça fait de la peine. Donc, ça dépend. Moi, je pense que il faut réagir. Il faut se laisser aller dans la réaction. On est là en tant que professionnel pour essayer d'accompagner le patient dans sa réaction. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste se laisser aller puis nous faire confiance. Parce que si on ne sait pas comment le patient sent, on ne pourra pas réagir de la bonne manière. On ne pourra pas l'outiller. On a des outils à portée de main et la preuve, là, les chirurgiens maintenant, quand ils voient que la patiente là, elle dit mon Dieu, ça va pas bien, ils m'appellent et je peux les voir pour les guider à travers cette décision-là. Une ligne directe à vous, s'ils veulent vous joindre. On est tous dans le même centre. On se voit pratiquement toutes les semaines. Et comme je disais tantôt, nos infirmières, on a 3 infirmières à la clinique du sang et sont tout le temps accompagnées. Ils accompagnent tout le temps les chirurgiens dans leur visite avec les patients. Ils vont m'approcher. Docteur Ganesh, là, je pense que ça vaut la peine. Là, docteur, tel chirurgien a vu cette patiente-là. La nouvelle était très difficile. Pourrais-tu la voir pour discuter insomnie, anxiété, puis tout ça? Puis ça va me faire plaisir de le faire. Donc, c'est un peu ça, mais je dirais aux patients de pas avoir peur de nous montrer leurs émotions. Il n'y a plus besoin de se cacher, là, en 2025, là. Il n'y a plus besoin d'être fort ou si c'est leur manière de le vivre, c'est correct aussi, là. Puis on est là, puis on n'est pas là juste pour le début. On est là pour tout leur parcours. Puis ça, je leur promets tout le temps ça. Moi, j'ai dit, je vous promets, je vous lâcherai pas. On va le vivre ensemble, puis je vous fais toujours compter sur ma présence, là, n'importe quelle émotion qui va vous venir, là. Je trouve ça intéressant, cette approche-là, parce qu'on aurait pu penser simplement que bon, on a un diagnostic de cancer, on va pour nos traitements, on a un numéro dans une salle, puis on attend, puis on s'en va chez nous, puis on est tout seul. C'est pas ça du tout. Il y a toute une équipe, et on salue encore une fois nos chaleureuses infirmières au centre d'oncologie qui sont très avenants, très empathiques envers nos patientes. Alors, Dr. Ganesh, pour ces femmes qui veulent prendre soin d'elles, puis qui veulent faire attention, porter attention aux signes, comment est-ce qu'on fait pour justement être en mesure de se dire il faudrait peut-être que j'aille consulter un oncologue ou j'ai peut-être des doutes. Quels sont les signes à surveiller? Mais pour les signes, ça dépend tout le temps. Mais si on parle plus comme de dépistage pour nos patientes, là, même si elles n'ont pas de médecin de famille, les patientes à partir de 40 ans peuvent appeler le centre du sang. Et à ce moment-là, ils vont avoir une mammographie qui va être assignée à mon nom. Donc, c'est moi qui va apparaître sur la requête. Et à ce moment-là, elles sont vérifiées. S'il y a quelque chose d'anormal à la mammographie, à ce moment-là, le radiologiste envoie directement un message à la clinique du sang pour demander des clichés supplémentaires ou une échographie. Ça, directement, c'est pris en charge par la clinique du sang. Les patientes sont tout de suite prises en charge par nos infirmières et tout va découler de là. Pour les patientes, tu sais, j'en dis tout le temps, mes patientes, parce que là, ils sont comment je m'examine, moi, je sais pas comment m'examiner. Je leur dis tout le temps, là, l'auto-examen n'est plus recommandé comme dépistage parce que on sait pas comment bien examiner un sang. On n'est pas des experts. Par contre, faut bien connaître ses sangs et s'observer. Donc, faut pas être en négligence si jamais qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de ses sangs. Mais donc, c'est juste s'observer et connaître son corps, ce qui, pour beaucoup de personnes, ça va de soi. Donc, je leur dis ça. Observez vos sangs. Assurez-vous que quand vous prenez votre douche, là, vous sentez pas quelque chose d'anormal. Une décoloration anormale. Cette bosse-là était pas là avant. À ce moment-là, vous pouvez tout de suite aller voir votre médecin de famille et demander là, les clichés appropriés ou les imageries appropriées à ce moment-là. Et n'importe quoi qui va aller à la clinique du sang comme imagerie qui est anormale est automatiquement pris en charge par notre équipe. Fantastique. Bien, on se le tient pour dit. Dr. Fanny Ganesh, scénologue au Centre de santé du sein à Moncton. Je vous remercie beaucoup de vous être jointe à nous aujourd'hui. C'était très apprécié, très informatif pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc voilà ce qui conclut notre épisode. Je vous remercie de vous être joint à nous. À la prochaine.